Invité politique de la matinale et je reçois ce matin Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Bonjour. Bonjour. Vous n'y étiez pas, mais vous avez vu les images hier de cette messe d'hommage, de recueillement à la cathédrale Notre-Dame. Le gouvernement est venu rendre hommage au prêtre Jacques Hamel et avec lui les principaux responsables politiques, Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher, Claude Barthelone. Moment d'émotion, d'unité, d'applaudissements aussi. Applaudissements pour François Hollande et Monseigneur 23. Une unité nationale qui n'aura duré que quelques minutes, mais qui a fait du bien. Oui, je crois que dans un moment comme celui que nous vivons et qui s'installe, puisque nous avons maintenant, en l'espace de 15 jours, vécu 2 attentats, chaque responsable politique doit faire preuve d'un minimum de dignité et de sens de l'union. Nous avons besoin, tous nos concitoyens ont besoin d'une union, parce que c'est l'union qui fait la force. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas, ça serait que ces attentats terroristes nous divisent. Les Français doivent être unis, la classe politique doit aussi faire preuve d'une vraie solidarité face à l'adversité. Vous pensez que quelques leçons ont été retenues depuis l'attentat de Nice au lendemain de cet attentat, très vite, la classe politique avait été déchirée, divisée? Je crois que la droite, en particulier, j'espère qu'elle tirera les leçons de son attitude qui a été évidemment désavouée et qui a fait preuve, je crois, d'un manque de sang-froid. Vous savez, dans des moments de crise comme ça, c'est à ces moments-là qu'on juge la capacité des uns et des autres à assumer les plus hautes responsabilités. Et quand je vois Nicolas Sarkozy qui a réclamé un Guantanamo à la française, au mépris évidemment de notre Constitution, je crois qu'il a fait preuve de son incapacité totale à avoir du sang-froid dans les moments douloureux. Donc hier, oui, hier c'était bien. Moi je trouve que tout ce qui peut rassembler, tout ce qui peut faire preuve de la maîtrise de soi et de sang-froid est bon. C'était bien et en même temps, c'était pas un peu étrange, cette classe politique au sein de Notre-Dame, alors que la République est fondée sur la laïcité? Je crois que chacun a la liberté de célébrer, de commémorer, de se recueillir comme il le souhaite. C'est ça la laïcité en France aussi. C'est cette liberté reconnue à chacun de pratiquer ou de ne pas pratiquer ou de rendre hommage comme il l'entend. Et en la matière, je crois qu'il faut ne donner de leçons à personne. Sur le plan de l'enquête, ça y est, le deuxième terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray a été identifié. Il s'appelle donc Abdel Malik P. C'est un autre jeune de 19 ans. Il est né dans les Vosges. Un jeune homme dont l'identité a été confirmée il y a quelques minutes. Il avait été repéré quelques jours avant l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray par les services de renseignement. Une photo de lui avait été diffusée à tous les services de police parce qu'il était soupçonné d'être prêt à participer à un attentat sur le territoire national. Ce qui est terrible, Juliette Méadel, c'est qu'on a l'impression que les terroristes ont toujours un temps d'avance. Ce qui est terrible, c'est surtout qu'ils arrivent à jouer sur l'imprévisibilité de leurs actes. Mais reconnaissons-le, le risque zéro n'existe pas. Le Premier ministre l'avait dit, il y aura d'autres attentats. Le modus operandi, à chaque fois, est différent. Les services de sécurité font vraiment leur maximum. Les services de renseignement, petit à petit, progressent. Les moyens ont été renforcés, fort heureusement, car ils avaient été très largement diminués sous le quinquennat précédent. Donc maintenant, je crois que ce qu'il faut, c'est continuer à soutenir les forces de l'ordre et à maintenir aussi notre mode de vie. Il faisait l'objet d'une fiche S depuis le 29 juin dernier. Vous comprenez, Juliette Méadel, que cette réponse, le risque zéro n'existe pas, ça ne suffise plus aux Français? Mais le drame que nous avons vécu fait qu'évidemment, aucune réponse n'est audible lorsqu'on a vécu un drame pareil, c'est certain. Néanmoins, croyez vraiment, et ne mettons pas en cause aussi le travail des forces de l'ordre, ça signifie que chacun a sa tâche, est complètement dévoué, complètement dédié, mais qu'on ne peut pas dire, au risque d'affaiblir la parole publique, qu'il n'y aura plus d'attentats en France. Est-ce que ça ne repose pas la question des centres de rétention pour les personnes qui font l'objet d'une fiche S, comme le demande la droite? Vous savez, il y a des principes constitutionnels dans notre pays. Dans les principes constitutionnels, on ne prive pas de liberté quelqu'un qui n'a pas été jugé. Si l'on fait ça, alors on est à l'encontre de l'état de droit. Et par ailleurs, on sait à quel point les Guantanamo à la française, ou à l'américaine, pardon, n'ont jamais été efficaces. Vous croyez franchement que les Américains ont réussi à éviter la menace terroriste en créant sur leur sol des Guantanamo à la française? Donc, c'est contraire à nos principes fondamentaux et c'est totalement inefficace. Alors, donc pour vous, la confirmation de cette identité de ce deuxième terroriste, pas de faille, pas de dysfonctionnement? Je crois qu'il l'est aujourd'hui. En plus, l'enquête est en cours. Donc,
laissons au moins l'enquête aller à son terme et surtout, ne tirons pas de conclusions hâtives, à chaud. Ce sinistre attentat a eu lieu il y a quelques heures à peine, ou il y a moins d'une semaine. Essayons vraiment d'être sereins. Franchement, je vous le dis, jouer sur des petites peurs ou essayer de s'appuyer sur des prétendues failles, ça provoque le désordre et ça provoque l'anxiété de nos concitoyens. Donc il faut vraiment analyser les choses avec sérénité et surtout se concentrer sur l'essentiel. On lutte contre le terrorisme et la nation doit rester unie. Alors on parlait de l'unité politique, l'Union nationale hier à Notre-Dame qui aura donc duré quelques heures. Et puis ce matin, ça recommence, 12 jours de polémique au sein de la classe politique, aux arguties politiques du gouvernement dénoncées par Nicolas Sarkozy. Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, dénonce de son côté ce matin la guantanamoisation du droit de Nicolas Sarkozy. En fait, ça ne s'arrête jamais. Le débat, évidemment, se lance en permanence. On voit bien d'ailleurs les arrière-pensées de la droite avec l'élection présidentielle qui arrive. Bon, maintenant, il faut débattre de tout. L'Assemblée nationale a été le lieu, la nuit de l'adoption de la prolongation. Là, on ne peut pas dire que ce soit un réel débat, ce sont plutôt des invectives, des pics de la gauche vers la droite vers la gauche. Le ministre de la Justice rappelle dans sa tribune quels sont nos principes fondamentaux. Il rappelle également qu'en matière d'outils juridiques, tout a été fait dans la loi de 2016. Donc je crois que l'arsenal juridique est le plus propice à une lutte contre le terrorisme. Tous les magistrats de la lutte antiterroriste vous le diront, les outils juridiques sont sur la table. Donc le garde des Sceaux l'a très bien exprimé. Je ne veux pas revenir sur ce sujet-là, car tout est dit, tout est bien dit. Je dis ça simplement à la droite et à l'extrême droite aussi, de ne pas jouer sur des peurs au risque de disloquer notre état de droit. Juliette Méadel, parlons à présent de l'attentat de Nice. Tout d'abord, quel est le dernier bilan des victimes et quelles sont les dernières nouvelles des blessés ? Alors, il y a aujourd'hui encore une quarantaine de personnes qui sont hospitalisées et 11 qui sont encore en réanimation. Ce qui est essentiel aujourd'hui, ce que je veux leur dire, c'est que nous avons aujourd'hui mis en place un processus d'aide et d'accompagnement pour la reconstruction des victimes, y compris évidemment celles qui sont blessées, mais aussi toutes les autres, toutes les victimes qui auraient pu être choquées et qui, présentes sur les lieux, auraient besoin d'être aidées. J'ai donc réuni hier les membres du conseil d'administration du fonds d'indemnisation, qui est le FGTI, pour une première réunion où nous réfléchissons et nous mettons en place déjà les processus pour aider les victimes à être indemnisées. Combien de personnes ont été indemnisées jusqu'à présent ? Par ailleurs, alors aujourd'hui, nous avons près de 300 000 € qui ont été versés dès la semaine dernière aux premières victimes. Alors ce sont des avances sur indemnisation. C'est-à-dire que dans ces moments-là, vous avez des proches de victimes décédées qui ont besoin, pour des frais d'urgence, d'être indemnisés. Donc c'est des premiers versements qui les aident à faire face à des premiers besoins. C'est très important. Et l'État est là, l'État est aux côtés des victimes, parce que pouvoir être présent sur des obsèques lorsqu'on n'a pas, par exemple, les moyens de se déplacer, fait partie de ces moyens qui sont également couverts par le fonds d'indemnisation. Nous avons donc, et j'insiste, nous avons mis en place pour la première fois des comités départementaux d'aide aux victimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous êtes sur la promenade des Anglais et que vous n'êtes pas forcément niçois, ça veut dire qu'il faut que dans toute la France, vous puissiez être aidé. Et donc, il y a aujourd'hui une quarantaine d'endroits, de départements de France, où des comités départementaux d'aide aux victimes vont aider les victimes de l'attentat de Nice à avoir pas seulement leur indemnisation. Il y a toute une série d'autres dispositifs d'aide et de soutien. Par exemple, il y a les dispositifs de ce qu'on appelle les cellules d'urgence médico-psychiatrique. Il y a également des associations qui aident dans les démarches. Il y a également une nécessité d'informer les victimes sur leur parcours. Certaines qui seront par exemple blessées vont peut-être être obligées de changer d'emploi. Il a été difficile de distinguer les victimes puisqu'il y avait beaucoup de monde ce soir-là sur la promenade des Anglais. Le processus n'est évidemment pas achevé. Le parquet, comme vous le savez, établit la liste des victimes au terme évidemment d'un ensemble d'analyses de preuves et le processus est en cours. J'ai lancé hier le site internet unique pour les victimes. Guide. Il s'appelle Guide, exactement, de guichet unique. Il permet d'avoir accès à toute l'information nécessaire, parce que c'est complexe, et en même temps de réaliser les démarches en ligne. L'objectif, c'est évidemment de simplifier toutes ces démarches, mais est-ce que lorsqu'on est une victime, on n'a pas davantage envie de parler à quelqu'un plutôt qu'à un ordinateur ?
toute victime est accompagnée par des associations et par des référents. Vous savez, l'aide aux victimes marche sur deux jambes. L'aide, c'est-à-dire un référent, qui est un référent évidemment humain, un accompagnement humain, et l'accompagnement avec guide qui permet de réaliser les démarches facilement. Ce que je souhaite, c'est de ne pas rajouter de la complexité à la douleur lorsqu'on a été victime d'attentats terroristes, par exemple. Et pour que ce soit simple, il faut qu'il y ait un outil Internet simple d'accès et un accompagnant, et c'est le cas. Vous savez, on a mis en place pour la première fois, à la demande des associations de victimes, avec laquelle on a élaboré ce site, ce qu'on appelle un coffre-fort numérique. C'est-à-dire que vous pouvez déposer tous vos documents administratifs ou juridiques sur ce coffre-fort numérique pour faciliter vos démarches. Et vous nous dites ce matin donc, qu'il y a encore une quarantaine de personnes dans un état grave, c'est ça? Non, hospitalisées et 11 en réanimation et qui sont progressivement en train pas pour les 11, mais de sortir de cet état d'urgence absolue. Combien de personnes sont encore dans un état d'urgence absolue? Aujourd'hui, 11 personnes sont en réanimation. Donc, on n'utilise pas le terme urgence absolue pour les 11, mais elles sont en réanimation. Je crois que nous avons surtout à cœur aujourd'hui d'indemniser et de protéger en particulier ces victimes qui seront, pour certaines hélas, peut-être avec des séquelles. Une idée fait son chemin ces derniers temps au sein de la classe politique, mais aussi au sein des médias. Vous êtes d'ailleurs à l'origine de cette idée, ne plus diffuser aucune photo ni nom des auteurs des attentats dans les médias pour saper l'une de leurs principales motivations, à savoir la notoriété, mais aussi par respect pour les victimes et leurs familles. Alors il y a en parallèle de cette idée que vous avez lancée, je crois que vous allez proposer des mesures à la rentrée, c'est bien ça? Nous sommes en train de réfléchir. Nous avons lancé une réflexion, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui réfléchissent. Une pétition en ligne a été lancée aussi. Les citoyens se sont emparés de ce sujet-là. Vous savez, en la matière, je crois que évidemment que la liberté d'information est intangible. Ouais. Et si j'ai commencé à y réfléchir avec un certain nombre de spécialistes de la question, c'est que je crois qu'il faut pouvoir apporter des réponses qui ne sont pas forcément des réponses qui viennent du pouvoir politique, mais qui sont des réponses qui sont inspirées par la pratique des journalistes eux-mêmes. En l'occurrence, je crois beaucoup à la déontologie et aux chartes de déontologie qui existent d'ailleurs. Et le fait même que Le Monde, par exemple, ou Europe 1, ou La Croix, pour ne citer que, ait indiqué s'appliquer à eux-mêmes une sélection dans la manière dont elles présentent l'information, on est exactement dans le cadre idéal. Sauf chacun se saisit, chacun fait preuve de responsabilité. Certains spécialistes des réseaux djihadistes, et pas n'importe lesquels, je pense notamment à Wassim Nasr ou encore David Thompson, disent que cela ne changera rien et qu'au contraire, ça donnera du grain à moudre aux complotistes. C'est un argument que l'on doit aussi entendre. Je crois qu'il n'y a pas de réponse uniforme en la matière. Et précisément, si je suis en train d'y réfléchir avec des profils très variés, c'est qu'il faut accepter une palette de solutions. Et surtout, reconnaître et encourager l'initiative individuelle. Que chacun se saisisse avec sa sensibilité de cette question sensible. Moi, je suis très, très, très sensible à ce que me disent les associations de victimes. Par exemple, lorsqu'elles évoquent que la juxtaposition d'une photo de victime à côté d'une photo de terroriste heurte leur mémoire. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut plus publier la photo des terroristes, mais ça veut dire qu'il faut que nous réfléchissions collectivement à différentes options possibles. Et du coup, nous délivrerons le produit de notre réflexion qui contribuera à enrichir le débat, je l'espère, à la rentrée. Est-ce qu'on ne demande pas, du coup, à François Molins d'arrêter de dire les noms des terroristes ? Le procureur de la République est le garant de la vérité judiciaire, comme vous le savez, et nous avons besoin, plus que jamais, d'une autorité judiciaire indépendante, libre et pouvant évidemment remplir son office comme il se doit. Merci beaucoup, Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes.